Depuis bientôt 6 ans, TV Liberté est à vos côtés chaque soir de la semaine avec son JT quotidien. Quand France Télévisions dilapide votre redevance, nous nous efforçons de vous présenter une information honnête et objective avec une équipe resserrée et un budget 1500 fois plus petit. En moins de 18 mois d'existence, le média, proche de Jean-Luc Mélenchon, a déjà changé 3 fois de dirigeant. Pendant ce temps, TV Liberté poursuit son chemin avec les mêmes figures, celles qui l'ont façonné depuis la première heure. TV Liberté, c'est une équipe solide qui tient dans la durée grâce à sa volonté de vous réinformer, mais aussi et surtout grâce à vous. Sans publicité, sans mécènes mondialistes, notre travail repose sur votre soutien. Avec des dizaines de milliers d'émissions, des millions de téléspectateurs, des milliers d'invités souvent privés de parole dans les médias subventionnés et des abonnés toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux, nous avons créé une véritable communauté qui refuse le politiquement correct. Et si nous relevons le défi, c'est parce que l'on compte sur vous. Et pour continuer, nous avons besoin de vous. Car ensemble, et seulement ensemble, nous sommes solides. Alors soutenez-nous, aidez TV Liberté. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique, le dernier numéro du Samedi Politique de 2019. Il va donc falloir en profiter. Alors aujourd'hui au programme, on va parler de la liberté d'expression qui rétrécit à vitesse grand V dans les médias. Loi Avia, Sleeping Giant, géant des GAFA, qui fait la loi dans les médias? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec mes invités. À ma droite, Didier Maistot. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes président de Sud Radio, vous êtes déjà venu dans le Samedi Politique. Absolument. Merci d'être avec nous, merci même en ces temps de grève. Merci. Et puis Marc Hainaut. Bonjour Marc Hainaut. Bonjour. Vous êtes journaliste pour le site Boulevard Voltaire. Tout à fait. Et vous aussi, vous avez bravé les intempéries et les grèves, donc je vous remercie tous les deux d'être avec nous. Alors pour commencer, la semaine dernière, Valeurs Actuelles a publié une tribune où vous étiez à l'origine justement de cette initiative pour dénoncer l'action des Sleeping Giants. Alors on va expliquer évidemment aux téléspectateurs de quoi il s'agit, mais je vous propose, avant de vous donner la parole, messieurs, de regarder une petite vidéo de Geoffroy Lejeune. Bonjour à tous, alors cette semaine, Valeurs Actuelles est à nouveau attaquée, cette fois c'est une attaque d'un ordre un peu nouveau. On est victime des Sleeping Giants, alors vous ne connaissez pas forcément cette petite association. En réalité, ça vient des États-Unis. Ce sont des gens qui ont décidé, sur les réseaux sociaux notamment, de mettre la pression à des annonceurs, à des gens qui passent de la publicité dans des médias qui ne leur conviennent pas. Alors, on peut pas plaire à tout le monde, évidemment. Valeurs Actuelles fait évidemment partie des cibles des Sleeping Giants. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ils avaient déjà attaqué CNews et Paris Première, qui est une chaîne du groupe M6, qui avait accueilli Éric Zemmour dans une émission en demandant à leurs annonceurs, à Nutella par exemple, d'arrêter de financer ces émissions. Et Nutella s'était retiré, c'est ce qu'on avait appelé le Nutella Gate. Bon, aujourd'hui, on est victime exactement la même chose. Ils demandent à nos annonceurs d'arrêter de nous financer. Certains d'ailleurs ont déjà cédé, ça marche plutôt bien cette méthode. On a notamment été lâchés par SFR et d'autres qui ont annoncé qu'ils arrêtaient de faire de la publicité dans Valeurs Actuelles. Et on a décidé tout simplement de riposter, puisqu'on n'est pas du genre à se laisser faire par ce genre de personnes qui en plus sont de courageux anonymes qui se cachent derrière des comptes Twitter et qui font quelque chose qui s'apparente ni plus ni moins à du sabotage industriel, en plus du terrorisme intellectuel. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire donc? On a décidé, nous aussi, de signaler à nos annonceurs qu'ils sont victimes d'un chantage de la part de ce petit groupuscule qui est très connu aux États-Unis mais qui en France représente quelques dizaines de milliers de personnes seulement. Et on a décidé de créer ce qu'on appelle le mur de la honte. Le mur de la honte, en fait, c'est un endroit où on référence tous les gens qui ont tout à coup, sous la pression des Sleeping Giants, décidé d'arrêter de financer des médias. Pourquoi? Parce qu'on croit déjà, premièrement, au principe de la liberté d'expression. Ensuite, on sait que si aujourd'hui on s'en prend à nous et que ça fonctionne, demain on pourra s'en prendre potentiellement à tout le monde. Et il est très important en France qu'il y ait une presse pluraliste avec des médias qui ne pensent pas la même chose. Nous, on est très heureux
frustré d'avoir des concurrents comme Lobs ou comme Marianne qui sont pas sur la même ligne que nous, et on considère qu'ils ont toute leur place dans le débat, et on a affaire aujourd'hui à des petits totalitaires qui considèrent qu'il faut faire taire celui qui n'est pas d'accord. C'est tout simplement insupportable. Soutenez-nous donc, aidez-nous dans cette campagne de dénonciation des Sleeping Giants. On a déjà bien commencé. Aujourd'hui, leur compte Twitter est menacé, peut-être qu'il va sauter, et c'est une première étape. On va évidemment les attaquer, parce que ce qu'ils font est juridiquement inacceptable, et la bataille ne fait que commencer. Alors Marc Hainaut, on va commencer avec vous, parce que je crois que tous ces dommages des Sleeping Giants, Boulevard Voltaire les connaît bien. On les connaît très bien, hélas. En fait, ils ont commencé plus ou moins à s'attaquer à nous. En fait, pour refaire l'historique, et ce qu'on a compris a priori, c'est que Sleeping Giants a été monté aux États-Unis à la base pour affronter Breitbart News. Breitbart, c'était ce média fondé par Steve Bannon. Et en fait, lorsque, à un moment, il y a eu des rumeurs comme quoi Breitbart réfléchirait à monter une antenne en France et à Paris. Et en fait, on a vu du coup ce groupuscule monter son groupe en France. Breitbart News France ne s'est jamais monté. Je pense que ces militants ont dû se demander ce qu'ils allaient bien pouvoir faire. Ils ont pris, à mon avis, toute la liste des sites qui ne correspondaient pas à leur vision de la société, à leur vision de la vie. Et ils sont tombés très vite sur nous. On a été, en fait, en quelque sorte, oui, les premières victimes, en fait, des Sleeping Giants. Quand ça a commencé, en fait, Sleeping Giants, c'était un petit compte à 2300 followers, donc c'était quelque chose quand même d'assez réduit. Sur Twitter, donc. Sur Twitter, donc tout à fait, oui, mais il faut préciser. Sur Twitter, et au fur et à mesure que leur action continuait à nous viser, on a vu le compte grossir, d'autant plus qu'ils avaient préparé en amont, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à bloquer tous les comptes Twitter de tous les médias et toutes les personnalités qui pouvaient a priori ne pas être d'accord avec leur démarche. Du coup, nous, on a mis du temps, en fait, avant de voir. C'est surprenant d'ailleurs, parce que moi, je me suis rendu compte, par exemple, que j'étais bloqué par leur compte. Avant même de les connaître. Ah mais moi en fait on m'a dit que, parce que j'ai été exactement dans la même cas de figure que vous, ça veut dire que j'ai appris qu'ils existaient parce que je crois que il me semble qu'on avait embauché un stagiaire qui lui n'était pas encore bloqué par eux parce qu'il n'était pas encore sur les réseaux sociaux, et il nous a fait remonter tout ça, et en fait on a découvert ça assez hallucinant en disant mais qui sont ces gens en fait. Et au fur et à mesure ça a très bien marché, puisqu'à la fin Boulevard Voltaire n'avait plus une seule publicité en fait sur le site. Je sais pas s'il faut leur dire ou pas leur dire, en tout cas on a le plaisir de dire que c'est en train de revenir, c'est en train de se remettre à peu près bien, mais effectivement, on a trouvé ce mode d'attaque absolument inédit. Parce qu'en fait, ils sont assez brillants. C'est du boycott sans l'aide. Ça veut dire qu'en fait, ils vont pas dire ne soutenez pas Boulevard Voltaire. Ils vont dire attention, votre pub est sur Boulevard Voltaire, comme il ne correspond certainement pas à vos valeurs. Il laisse le choix évidemment à l'entreprise de répondre ou pas. L'entreprise évidemment va se sentir menacée, d'autant que derrière il y a une vingtaine de comptes Twitter anonymes qui vont arriver et dire coucou, regardez, c'est scandaleux, si vous continuez je n'achète plus vos produits, je ne m'abonne plus à ce que vous faites, etc. Les entreprises évidemment font peur, les community managers n'ont qu'une seule peur, c'est ce phénomène et d'être épinglé, tout à fait, de ce qu'ils appellent dans leur langage une shitstorm, qu'on ne traduira pas en français, mais qui veut dire en fait voilà une avalanche finalement de commentaires négatifs qui va porter atteinte à leur image de marque, donc généralement ils bloquent directement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous Didier Maisto, peut-être l'importance des annonceurs pour un média, justement, l'importance de cette manne financière? Quand on n'a pas une redevance, 139 € par personne pour vous financer, nous, à Sud Radio, on vit forcément de la publicité. Alors, c'est pénible, hein, la publicité. Quand on fait de la radio, on est obligé de couper la parole. Les publicités ne sont pas toujours de la meilleure qualité, du meilleur acabit, c'est souvent agressif, le son est compressé. À un moment, quand vous êtes dans le vif du débat, vous n'avez pas forcément envie d'acheter un pot pour bébé ou un téléphone portable. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on peut assurer notre indépendance aussi, sans demander un centime aux Français. Donc c'est évidemment pour le privé le nerf de la guerre. Et qu'est-ce on s'aperçoit dans cette histoire? Que c'est à la fois du terrorisme intellectuel, de la censure, une demande de censure tout à fait incroyable, et de la délation. Et donc c'est quand même que en France aujourd'hui, il y a un certain nombre de courageux anonymes qui se livrent à ce type d'attaque. Je trouve ça quand même, bien sûr, déplorable, mais surtout très dangereux, et un signe des temps. Vous le disiez vous-même en préambule, la liberté d'expression se rétrécit comme peau de chagrin. La France est une démocratie de faible intensité, puisqu'il y a assez peu de journalistes qui ont réagi. J'ai vu que quelqu'un de l'Obs avait réagi, notamment, et c'est très bien. Enfin, tout le monde a le droit de s'exprimer en France. Quelles sont les limites, en fait? La loi est assez liberticide, on va sûrement en parler avec la loi via les fake news, la haine
où ça commence, la norme morale, etc. Alors là, on est vraiment dans Huxley et dans toute cette littérature d'avant-garde on est en plein dedans aujourd'hui. Hein, c'est des renversements orwelliens. On nous dit la norme, voilà comment il faut penser. C'est quand même très très grave. Et je vois cette... Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que la profession, que les journalistes professionnels ne soient pas en capacité d'hurler, de se révolter contre... Enfin, la censure, c'est quoi? Je veux dire, c'est quand même grave. À un moment, on commence par ça, et demain, ça sera quel site? Puis on va trier aussi dans les livres. Il faudra lire les bons auteurs. C'est-à-dire, on ne pourra pas lire Zola parce que c'est trop prolétaire, ou Céline parce qu'il y a eu des écrits antisémites, et puis on va continuer comme ça jusqu'où? On va déréférencer les gens de la Pléiade. Et puis on va lire qui à la fin. Si je peux me permettre, que vous parlez des journalistes, mais finalement, les journalistes qui continuent de dénoncer ce qui ne leur semble pas acceptable aujourd'hui peuvent très bien un jour se retrouver de l'autre côté de la frontière. Et c'était le cas typique avec la Ligue du LOL, où c'était systématiquement des journalistes bien pensants qui distribuaient les bons points et les mauvais points, et qui, mine de rien, se sont retrouvés au pied du mur. Il n'y a pas de camp du bien. Je finis là-dessus. Il n'y a pas du camp du bien. Il n'y a pas un camp du bien et un camp du mal. Il y a un débat qui doit être correct dans les limites de l'acceptable. Pour moi, c'est très clair, c'est les limites de la loi. Si les gens s'estiment lésés, ils saisissent la justice. Il n'y a pas besoin non plus de conseil de l'ordre des journalistes. Ça, c'est encore une autre ineptie. Je veux dire, les journalistes ne sont ni des moralistes ni des procureurs. Ils doivent simplement organiser le débat démocratique. Et pour moi, la deuxième limite que je mets, c'est ne pas prendre les opinions pour des faits, parce que là, on est dans la confusion de pensée. Je suis pour que les gens aient une subjectivité, parce que l'objectivité n'existe pas. Mais une subjectivité assumée. On dit voilà, une subjectivité honnête, je crois que c'était Gérard Miller du Média qui disait ça. Ouais. Une subjectivité honnête, en disant voilà, moi je suis un journal d'opinion, mes opinions elles sont libérales, elles sont ultra-libérales, je suis souverainiste, je suis très à gauche, et puis on ne trompe pas les gens. Mais appeler à la censure et au boycott, vous vous rendez compte où on en est? Dans le pays des droits de l'homme, de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, on en est là aujourd'hui. Mais c'est quand même un signe des temps qui fait un peu flipper. Qui est inquiétant, oui. Alors, à la différence, vous parlez de la Ligue du LOL, la différence avec la Ligue du LOL, c'est qu'ils se sont fait épingler, pas pour des délits d'opinion, pour des incitations à la haine, pour des insultes, pour des moqueries, etc. Donc non, mais pour leurs actes. Voilà, pour leurs actes, exactement. On n'est pas tout à fait dans le même paradigme, mais en fait, ce qui est extrêmement inquiétant, et c'était le sens d'ailleurs de la tribune qu'on a publiée chez Valeurs Actuelles, avec notamment, avec vous notamment, avec Martial Bild, avec Geoffroy Lejeune. Le directeur général de TV Liberté, il faut le préciser, c'est vrai. Avec Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, avec Gabriel Cluzel, avec Yvan Rioufol du Figaro, Gilles-William Golnadel, François Bousquet de la revue Éléments, et j'en oublie certainement un ou deux. En fait, ce qu'on a voulu dire, c'est qu'on n'était pas là, nous, pour défendre notre petite boutique. Enfin, moi, on n'a pas écrit et publié cette tribune, on ne combat pas les Sleeping Giants pour défendre les intérêts de Boulevard Voltaire. Effectivement, c'est important, on a tout à fait le droit d'exister, etc. Mais ce qu'on a voulu expliquer, en fait, à nos collègues, je suis d'accord, il n'y a pas un camp du bien, un camp du mal. En fait, on est tous collègues, en fait, on devrait tous avoir en fait à cœur de défendre la liberté d'expression, et de défendre nos opinions. Mais en fait, ce qu'on est en train de leur expliquer, c'est que dans cette logique-là, personne ne s'est levé évidemment pour le moment, parce que aucun média mainstream bien pensant va aller défendre Éric Zemmour, va aller défendre Boulevard Voltaire, va aller défendre Valeurs Actuelles, parce que pour eux, en fait, on est le camp du mal en quelque sorte. Mais ce qu'on essaie de leur faire comprendre, dire la logique, en fait, c'est pas de dire il faut laissez-nous être détruits parce que vous êtes pas d'accord avec nous. Mais ce que vous comprenez pas, c'est qu'un jour vous-même vous ciblé de fait. Hier, c'était Boulevard Voltaire. Aujourd'hui, c'est Valeurs Actuelles. Sud Radio, CNews. Demain, ce sera le Figaro, Libé. Et en fait, le truc, c'est qu'on sera toujours le facho de quelqu'un au bout d'un moment. Je constate que CNews n'a pas signé la tribune, justement, alors que pourtant, c'est eux les premiers qui ont pris de plein fouet le Nutella Gate avec Éric Zemmour. Alors, CNews n'a pas signé la tribune pour la simple et bonne raison qu'on a agi sur un laps de temps qui était très court. On avait donné un laps de temps très court à nos signataires pour le faire. Et je ne suis pas certain que ce soit allé jusqu'aux personnes concernées, hélas. Mais effectivement, oui, dans l'idéal, cette tribune était ouverte à tous, et si quelqu'un de CNews avait tweeté ou communiqué en disant je suis d'accord avec cette tribune, on aurait été ravis de rajouter son nom. Bon, de fait, ils ne l'ont pas fait, mais je leur ferai pas ce grief. Très bien. Il faut être honnête jusqu'au bout. Restons honnêtes. Alors moi j'ai une autre question d'un ordre plus économique. Si on est très pragmatique, pourquoi ces marques cèdent-elles? Parce que si je prends par exemple l'exemple de Valeurs Actuelles, on considère que c'est un média conservateur, CSP+, j'allais dire, avec des lecteurs et un lectorat
au pouvoir d'achat relativement élevé. Par conséquent, pourquoi les marques préfèrent céder au Sleeping Giant et finalement se priver d'une certaine partie de la population? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est dans une économie de la bien-pensance, premièrement. Deuxièmement, une économie du marketing qui craint avant tout le bad buzz. Donc quand vous avez un signal faible, aussi faible soit-il, tout de suite, hop, on se retire, on arrête. Alors après, on met toujours des belles valeurs en avant dans les marques, etc. En réalité, la seule chose qu'ils craignent, c'est comme on dit, le bad buzz. Donc je pense qu'il faut résister. Et finalement, regardez, le bad buzz, il a quand même lieu. Puisque avec l'initiative de Valeurs Actuelles, le mur de la honte, etc., on voit aussi que ça peut se retourner. Donc à un moment, les marques ne sont pas là pour faire de l'idéologie. Elles répondent à un marché. Il y a un marché qui existe. Elles font de la publicité. Et ça doit s'arrêter là. C'est quoi cette dictature de la pensée? Est-ce qu'il y a une pensée qui est conforme? Conforme à quoi? Conforme à qui, d'abord? Qui établit la norme? Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, au-delà de tout ça, des Sleeping Giants, mais c'est, comme je disais, un signe du temps, ce qui est grave, c'est que ça se généralise. Vous avez qu'on imagine aujourd'hui mettre en place un conseil de l'ordre qui est une idée vichiste, quand même. Il faut avoir le courage de le dire. Rendons à César. Rendons à César ce qui est au maréchal. Et donc, qu'on en soit là et que vous ayez le principal syndicats de journalistes qui défendent ça, alors que les ordres professionnels, c'est de la corruption. Vous regardez tous les ordres professionnels, ça sert, à partir en vacances, à organiser des voyages d'études, 2, à obtenir des postes, 3, à protéger les ripoux d'une profession en le blanchissant. C'est ça, les ordres. Donc on est dans cette dictature, à la fois de la lâcheté, parce que c'est anonyme, une espèce de quelque chose qui se diffuse comme ça dans la société, au nom toujours de la bien-pensance, d'une société conforme, qu'il ne faut pas qu'elle soit homophobe, il ne faut pas qu'elle soit trop à droite, il y a toujours une justification qui est donnée, forcément au nom de valeurs tout à fait extraordinaires, présentées comme l'universalisme absolu. Et c'est ça qui est dangereux, et c'est là où est le renversement orwellien, je dirais toujours, c'est que le mal, c'est le bien, le malheur, c'est le bonheur, et finalement, la pollution, c'est l'écologie. Et donc, on en arrive à ça, les gens ne réfléchissent plus, on invective, et comme tout le monde a la trouille des réseaux sociaux, de la mauvaise publicité, les gens se retirent. Et donc, il faut résister par rapport à ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, Marc Hainaut, finalement, ils sont totalement anonymes derrière ces comptes Sleeping Giant. Mais est-ce qu'on a une idée de qui se cache derrière, des financements éventuellement qu'il y a derrière ces comptes? Je vous avoue très honnêtement, j'ai pas eu le temps de me pencher vraiment sur la question. En fait, on a pris le pari chez Boulevard Voltaire de se défendre évidemment au maximum pour continuer à parler. Nous après, en fait, on va pas rentrer dans cette logique-là, ça nous intéresse pas. En fait, on n'a pas envie finalement de leur accorder trop d'importance, on n'a pas envie de se justifier d'avoir le droit d'exister, en fait. On n'a pas envie de perdre du temps, en fait, si vous voulez, à dire « Mais non, mais regardez, on n'a pas envie de donner des gages, mais non, regardez, on n'est pas raciste, on n'est pas homophobe, on n'est pas islamophobe, ah, regardez, en face, c'est des méchants. » En fait, on dit, en fait, pour moi, voilà, on a rappelé ce que c'était que pour nous la liberté d'expression. On a rappelé que de toute façon, on ne cédera en rien, on ne cédera sur rien, et c'est pas l'action des Sleeping Giants qui va nous empêcher de bosser. Et derrière, en fait, pour l'instant, on a fait le choix de dire, débrouillez-vous, si ça peut permettre à certains d'occuper leur retraite, si ça peut permettre à certains de se sentir Jean Moulin. Non, mais en vrai, quand on voit les profils derrière, c'est beaucoup des profils mais je pense qu'il y a énormément, de retraités, d'inactifs, de chômeurs. Quand on observe un peu les profils qui retweetent régulièrement les Sleeping Giants, on a quand même une catégorie de la population, à mon avis. Mais je pense, en fait, qui se donnent une mission de résistant. En fait, qui se donnent une mission un peu. C'est pour moi, je me le représente un peu comme les super résistants, comme le super résistant de Papy fait de la résistance. En fait, c'est des types qui se glorifient d'être des garants, d'être des chevaliers blancs d'un ordre moral, d'un politiquement correct, etc. Et nous, on veut surtout pas rentrer là-dedans, en fait. On n'a pas le temps, d'autre chose à faire, en fait. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est qu'on a vu que l'émission d'Éric Zemmour, qui a donc qui a mis le pied à l'étrier à ces initiatives, finalement, pas de bol, elle fait plutôt des records d'audience. Donc, c'est assez amusant quelque part. C'est un peu le. Mais oui, parce qu'il y a deux choses il y a deux façons de voir les choses. Soit on considère qu'Éric Zemmour, qu'on peut combattre, qu'on doit combattre dans un système démocratique d'ailleurs,
Je veux dire, c'est un devoir de s'affronter politiquement, dans la civilité et l'échange d'idées. Donc on peut considérer que ce débat existe dans la société française. C'est un courant de pensée qui traverse, qu'on le veuille ou non, largement la population française. Et puis on peut aussi considérer, j'ai discuté avec des gens de France Inter, dont je ne citerai pas le nom, par égard pour eux, que c'est justement parce que ces médias donnent la parole à ces courants de pensée que ces courants de pensée existent. Comme si les Français, comme ça, n'existaient pas, et que c'était la génération spontanée, c'est beaucoup de pouvoir qu'on donne aux médias. Finalement, les médias créent Zemmour. Moi, on m'a fait le même reproche pour Berkoff. Berkoff, il est jugé trop libre. Donc on me dit chaque fois, mais tu es un facho, tu donnes la parole à Berkoff. Mais est-ce que Berkoff est un facho? Berkoff, il fait vivre une parole populaire, elle plaît pas. Ça existe. Ça existe, ça préexiste. Par ailleurs, il y a des auditeurs, ils peuvent lui dire aussi régulièrement qu'ils ont pas d'accord. Ce sont des gens qui clivent. Et quand aujourd'hui, je préfère des gens qui clivent et qui assument ce qu'ils sont, qui portent quelque chose, plutôt que des gens qui sont dans le camp du bien et qui vous disent voilà quelle est la norme. Ça, c'est le début du fascisme et du totalitarisme. Si vous considérez que ce que vous dites est le bien et que vous discréditez votre compétiteur, votre adversaire, voire votre ennemi, du coup, en lui disant ce que tu penses, c'est pourri, parce que c'est comme ça que c'est vu, ben là, on est dans le début du totalitarisme. Et malheureusement, je dois bien en convenir, il y a un clivage et c'est plus un cap, c'est une péninsule, c'est un hiatus entre la population, ce qu'elle vit au quotidien, et les médias tels qu'ils l'expriment. Il n'y a pas de camp du bien dans la population. Il y a des gens qui vivent un certain nombre de situations, qui ont envie de les exprimer et qui ont envie d'avoir une voix. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit aussi sur les Gilets jaunes? Factieux, séditieux, haineux, antisémites, homophobes, racistes. On a tout dit. La lie de la société. Roselyne Fèvre sur France 24 qui disait « Regardez, c'est la lie de la société ». L'éditorialiste Renaud Dely, l'éditorialiste, excusez-moi, sur le service public, France Info, qui dit « C'est de la vermine ». Quand on déshumanise, quand on rend les gens, on enlève toute humanité aux gens, qu'on les ramène au rang d'insectes, on est dans le vocabulaire du Troisième Reich. Et c'est ça ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine gauche elle devrait être à la pointe du combat, la gauche, sur la liberté d'expression, etc. Enfin, aujourd'hui, elle se terre, ou alors elle va se fondre dans la République en marche pour être dans une espèce de social-démocratie triomphante, le camp du bien. Pourquoi, sur cette fameuse tribune, il n'y a que des gens, à part Sud Radio, qui est une radio généraliste, nationale, etc., il n'y a que des gens de droite. Mais il devrait y avoir toute la gauche qui signe cette tribune. Tous les journaux de gauche, je ne comprends pas qu'ils n'y soient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas, surtout, apparaître. Ils veulent bien embaucher des gens qui font du buzz, hein. Ils veulent bien avoir des Zemmour, ils veulent bien avoir des Onfray. Mais attention, on ne se met pas à côté de Valeurs Actuelles, par exemple, qui est le mal absolu. Ce que je fais, moi, j'ai signé pour quoi? J'ai signé pour Boulevard Voltaire, j'ai signé pour Valeurs Actuelles. Je signerai exactement de la même main et avec la même force pour l'humanité ou pour Libération si un jour il devait être attaqué. Parce que c'est la liberté de conscience. On n'y est pas encore, mais ça peut très vite. Vous savez, c'est de l'opportunisme. Ne croyez pas que ces gens-là, ils ont des convictions. Il y en a qui protestent, qui revendiquent et qui contestent. Eux ne font qu'un seul geste, ils retournent leur veste. Toujours du bon côté. Ça me fait rebondir parce que, comme vous l'avez dit, il y a essentiellement des médias de droite, dits de droite, qui ont signé cette tribune, la tribune que vous avez lancée, Marc Hainaut. Pour autant, j'ai le sentiment que les victimes de ces Sleeping Giants sont également uniquement des médias de droite, ou dits de droite, ou conservateurs. Comment vous expliquez cela, en fait, que finalement, il y ait la chasse à la droite, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, et que, paradoxalement, il n'y ait pas de chasse à la gauche? Parce que s'il n'y a pas de camp du bien et de camp du mal dans les médias, le camp du bien et le camp du mal existe ailleurs. Parce que on représente le mal absolu, on
On est dans des médias qui sont plutôt conservateurs, alors que le camp majoritaire est progressiste. On parle des gilets jaunes pas pour les insulter, comme vous l'avez rappelé Didier. En fait, on parle de la réalité, en fait, et le réel, il est ni bon ni mauvais. En fait, le réel, il est tel qu'il est. En fait, je voulais juste revenir sur Éric Zemmour sur CNews. Ce qui était fascinant, c'est qu'on a Éric Zemmour fait une émission qui fait un carton partout. On va avoir à côté, un Jean-Michel Apathy qui refuse de se rouler dans la fange avec Éric Zemmour. Enfin, on lui en demandait pas tant. Voilà, mais est-ce qu'il a conscience de la violence de ce mot? On a Elie Moon qui va faire un parallèle douteux, même s'il l'a renié derrière, il a fait un parallèle douteux entre Éric Zemmour et en disant que si Adolf Hitler avait eu ce créneau-là, on aurait été ravis de lui donner. Enfin, en fait, et ces gens-là après vont dire c'est Éric Zemmour, si vous voulez, qui va jeter l'huile sur le feu, qui va créer, qui va accélérer la fracture, etc. Alors qu'en fait, ce sont ces gens-là avec leurs anathèmes et leur violence, en fait, où ils ne débattront jamais sur les idées, mais ils vont condamner la personne et clairement, oui, ils le mettraient sur un bûcher si les bûchers étaient légaux, en fait. Il faut et le bien bûcher voir peut être médiatique, d'ailleurs. que c'est toujours un aveu de faiblesse. Refuser de débattre, c'est un aveu de faiblesse. Appeler au boycott, c'est un aveu de faiblesse. Et appeler à la censure, c'est exactement le même processus de pensée, qui n'est pas de la pensée, c'est la défaite de la pensée, en fait. Si vous n'aimez pas des idées, vous devez être capable, dans une démocratie, de les combattre par le verbe, par des idées plus pertinentes, ou non, vous espérez qu'elles soient plus pertinentes, et après vous regardez quel est le score, quel est le match, et si dans la population vous avez plus d'empathie, si vous avez réussi à convaincre ou pas. C'est comme ça que doit se conduire le débat démocratique. Dans un pays... Mais je peux à peine imaginer qu'on en soit là aujourd'hui. Imaginez qu'on a eu cette discussion il y a 5 ans. Ça paraîtrait quelque chose de la science-fiction, quoi. Je veux dire, à un moment, qu'on empêche les gens de parler, qu'on appelle au boycott. Moi, devant Sud Radio, devant CNews, quand il y a eu la manifestation anti-Zemmour, je ne vais pas leur faire de publicité, mais il y a des élus qui ont appelé. Alors, ils ont fracassé CNews, Bolloré, évidemment, Elisabeth Lévy, tous les gens qui passaient à l'antenne, etc. Puis ils se sont régalés sur Sud Radio, pour une raison qui m'échappe complètement, parce qu'on a fait des débats, des élus de la République française, qui appellent devant des gens, je ne vais pas les qualifier, mais enfin, qui ne sont pas vraiment des amis de la République, qui nous désignent à la vindicte populaire, pour venir ensuite régler leurs comptes à la radio. Mais c'est quand même gravissime. J'ai dû porter plainte d'ailleurs. Je ne veux pas faire de publicité sur cet élu, mais regardez où on en est, quoi. On montre du doigt des gens qu'il faut abattre. On veut leur interdire de parler, mais si on laisse faire ça, demain, je vous dis, il va y avoir des livres qu'on peut lire, on va être comme en Chine, il va y avoir des programmes sociaux, puis on va nous donner des points, comme la retraite, là, et puis après, vous ne pourrez plus prendre votre métro, vous ne pourrez plus vous loger, parce que déjà, les fichiers sont de plus en plus réunis, on est dans la reconnaissance faciale, dans ces programmes dits sociaux, et je trouve qu'on est vers une dérive de la société qui est tout à fait inquiétante, qui est mondiale, en fait. Et je regrette qu'on puisse... qu'on s'engage sur cette voie, puisque même le président de la République, vous avez vu, a des logiciels maintenant sur son téléphone, des applis, où il peut suivre la transformation publique, voir si ses ministres ont bien bossé, si c'est vert, si c'est rouge, si c'est entre vert et rouge. Mais c'est quand même très préoccupant, quoi. Alors justement, le rôle de l'État est quand même intéressant. On a évoqué tout à l'heure rapidement la loi Avia, mais on voit que dans le rapport parlementaire de la commission d'enquête qui a été faite sur les groupuscules dits d'extrême droite, du moins c'est comme ça que l'appelle la commission d'enquête, finalement il y a une incitation pour ces annonceurs de prendre conscience de leurs diffuseurs et justement d'agir en conséquence. Donc finalement, les Sleeping Giants, d'une certaine manière, on peut considérer que c'est une réponse aux exigences de la loi, tout simplement, ou du moins des parlementaires et des représentants de l'État. Il y a eu un amendement déposé par un député de La République En Marche, alors qui est, comme la plupart de ses collègues, tellement charismatique que j'ai oublié le nom, qui proposait, lui, carrément, oui, de sanctionner financièrement, de mettre à l'amende, en fait, les annonceurs, si sur telle ou telle émission, il y avait quelques propos qui auraient pu être condamnés pour incitation à la haine ou que sais-je. Et c'est tout à fait ce qu'on a rappelé dans la tribune, c'est de dire, en fait, dans cette logique-là, si vous commencez à rendre les annonceurs moralement responsables de tout ce qui va être dit sur un plateau de télé, enfin,
rendez-vous compte de la logique. Ça veut dire que tel annonceur va être coupable si tel chroniqueur fait tel dérapage sur telle émission. Donc, principe de précaution. Principe de précaution, on enlève et finalement l'émission sera condamnée à ne plus avoir d'annonceurs. Ce qui est quand même, d'ailleurs, pour les annonceurs, un grand dommage quand on voit effectivement les émissions visées qui cartonnent et des sites comme le nôtre, en fait, où objectivement, en fait, pour les annonceurs, ce serait tout bénef d'être chez nous. Alors justement, on va s'attarder encore sur cette question des annonceurs, et notamment sur une autre plateforme, c'est YouTube, évidemment, qui dépend de Google. On va regarder un petit sujet qui explique tout ça. Censure pure et simple, déréférencement, démonétisation, les recours de YouTube ne manquent pas pour faire entrer les contenus dans les cases bien définies par le géant américain. Devenue une véritable usine à gaz pour les annonceurs, la plateforme de vidéo est également un véritable catalogue de publicité en ligne. La raison ? L'énorme budget que brasse ce système. En effet, pour chaque publicité observée sur les vidéos mises en ligne par la plateforme, une rémunération pour YouTube par les marques. Chaque clic a de la valeur et représente donc une véritable poule aux œufs d'or pour la plateforme. L'équation est donc simple, il faut favoriser les vidéos à très large public et pénaliser les autres. YouTube est ainsi devenu le paradis des petits chats. En effet, plus une vidéo est susceptible de toucher un large spectre d'internautes, plus elle est plébiscitée par l'algorithme de référencement de la plateforme. Plus clairement, YouTube permet à ces vidéos d'être plus visibles en les mettant en avant lors de vos recherches. Les contenus dits clivants sont ainsi peu à peu chassés de la toile. Ces contenus sont alors diffusés sans aucune publicité et ne rapportent plus rien à ceux qui les produisent. Un bouleversement financier qui s'accompagne évidemment d'une chute du nombre de spectateurs puisque l'algorithme de la firme a tout intérêt à privilégier dans les recherches les contenus qui lui rapportent. Une perte de visibilité qui se retrouve aussi sur Google, elle-même propriétaire de YouTube. L'impératif économique a donc transformé peu à peu la plateforme, à plus forte raison que s'y ajoutent des éléments extérieurs à l'entreprise. Les taux de la liberté d'expression semblant se resserrer de plus en plus, nombreux sont les militants internautes à s'organiser pour signaler comme indésirables les contenus qui ne défendent pas leur point de vue. C'est ainsi qu'à titre d'exemple, un JT de TV Liberté, présentant un reportage sur la Gay Pride à Paris, avait été censuré après des signalements de plusieurs promoteurs de l'idéologie LGBT, car comportant des images que leur communauté ne trouvait pas élogieuses. Des images qui pourtant n'avaient pas été modifiées ni même été sorties de leur contexte. Au-delà de l'aspect purement financier, les États tentent de plus en plus de contrôler le web. Les diffuseurs sont peu à peu considérés légalement comme les responsables éditoriaux de leur contenu. Une charge qui les pousse donc à être de plus en plus autoritaires dans leur choix de censure, à plus forte raison que ces enjeux s'accordent parfaitement avec les objectifs des annonceurs. En effet, la stratégie consistant à privilégier les contenus lisses permet également d'éviter les risques d'attaque sur le fond pour la plateforme. Ainsi, la toute-puissance éditoriale de YouTube, conjuguée à sa position de quasi-monopole qui la rend incontournable pour le moment, complique considérablement la vie de la liberté d'expression. Pour l'heure, aucune alternative à cette plateforme hégémonique n'est prête à prendre le relais en privilégiant la pluralité. Une chose est donc certaine, l'espace de liberté que constituait Internet à son avènement semble bel et bien dépassé. Alors là aussi, on voit une forme d'intrusion finalement de l'économie, de l'impératif économique dans la gestion de la liberté d'expression. C'est vrai que YouTube est assez significatif dans ce cadre-là, parce que là, pour le coup, ce ne sont pas que des médias de droite ou des diffuseurs de droite qui sont censurés, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Vous avez l'expression galopante du nouvel ordre mondial qui est en train de naître sous nos yeux. Parce que souvent, vous voyez, sur les réseaux, on dit « nouvel ordre mondial ». C'est pas un fantasme. C'est pas de la science-fiction, c'est pas un complot, c'est pas une conspiration ou une conjuration, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, les gens en ont rêvé. C'est le mondialisme effréné, cette mondialisation, cette financiarisation de la vie publique, des esprits aussi. Et donc, finalement, vous avez c'est même plus des gens qui pensent, ce sont des algorithmes qui censurent tout ce qui est clivant, tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. Donc évidemment, les chatons, c'est génial, hein, les chatons. Si vous postez des petits canards, des petits chatons, des oursons qui vont se nourrir, oh, il a pris une truite, c'est magnifique. Et il n'est pas vegan. Et il n'est pas vegan. Mais donc vous avez cette dictature, finalement. C'est quoi? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ces additions de minorités qui ne font pas une majorité, cette espèce de clientélisme, s'apparente à des dictatures. Parce que ce sont des gens très concentrés, très organisés,
qui vont vous faire des signalements, etc., assez massifs, parce que quand vous êtes un citoyen lambda, il y a quelque chose qui vous dérange, vous tournez le bouton. Vous n'aimez pas Zemmour, vous n'aimez pas Berkoff, vous n'aimez pas la mer, vous n'aimez pas la campagne, vous allez faire du footing, vous tournez le bouton. Vous n'allez pas vous mobiliser, appeler vos copains et tout votre réseau en disant « Hey, t'as vu, il y a une pub ». C'est pas ça. C'est quand même des activistes qui ont un cerveau un petit peu dérangé. Qui ont du temps. Et qui ont du temps, qui sont des inactifs, ou des retraités, comme on le disait tout à l'heure, ou des gens qui font rien de leur journée. Parce que prendre autant de temps pour aller emmerder les gens qui pensent par eux-mêmes, il faut quand même... Et donc aujourd'hui, on a petit à petit, par les GAFA, institutionnalisé ça, on l'a robotisé, on l'a institutionnalisé, et ça se fait tout seul. Moi, j'ai eu mon compte Twitter qui a été supprimé. J'avais rien fait d'extraordinaire, j'avais publié des vidéos où vous voyez des policiers déguisés, tantôt en gilet jaune, tantôt en reporter ou en black bloc. Donc là, il a fallu 3 jours pour qu'on me le rétablisse avec des pétitions que les gens ont fait sur les réseaux, etc. Parce qu'il faut préciser que la communication avec ces GAFA, c'est jamais très facile. J'avais le numéro, on m'a passé le numéro personnel de Damien Viel, je me souviens de son nom, du président de Twitter France, directeur général Twitter. Je ne l'ai jamais eu. Finalement, même avec son numéro. J'ai envoyé des textos, il ne m'a jamais répondu. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, par des algorithmes, on peut couper la parole, couper les réseaux, couper toutes les voies de communication à un média national. Mais vous vous rendez compte? Sans que vous puissiez intervenir. Quand je fais mes Facebook Live, qui sont assez massivement suivis, vous avez aujourd'hui, quand je les annonce, on me considère comme un spammer. Ça veut dire que là, jusqu'au 8 janvier, 12h47, je suis bloqué sur tous les groupes, y compris les groupes que j'ai moi-même créés. Mais vous vous rendez compte où on en est? Donc si j'avais fait des petits chatons, je peux vous dire que je n'aurais pas été considéré comme un spammer. Donc c'est cette dictature de robotisée, en quelque sorte, qui est en même temps, c'est le cas de le dire, impactée par la réunion des fichiers. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau européen, entre la Commission européenne et le Parlement européen, sur la circulation des gens, etc. Toujours, là encore, au nom de la lutte contre le terrorisme, etc. En fait, les gens sont déjà fichés, mais aujourd'hui, la deuxième étape, dont les gens n'ont pas forcément conscience, c'est qu'après être fiché, on va réunir tous ces fichiers, et qui servent à créer des algorithmes, et qui vont vous contrôler dans le moindre de vos gestes, et il va y avoir une pensée conforme et une pensée non conforme. Alors, ce que vous dites, c'est très intéressant. La notion d'algorithme, à mon avis, est très importante, parce que les gens imaginent souvent que la censure, c'est noir ou blanc, c'est on a le droit de parler, on n'a plus le droit de parler. Mais en réalité, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus compliqué, puisque tout est globalement géré par Google ou par Facebook, on va dire, pour les principaux réseaux sociaux. Et finalement, il peut y avoir une censure qui est beaucoup plus insidieuse, puisqu'il suffit de déréférencer une page, de ne plus montrer ses publications dans le fil de publication des gens qui sont abonnés à la page. C'est arrivé à Valeurs Actuelles après la publication sur les identitaires. C'est également arrivé à TV Liberté. Et en réalité, on ne s'en rend pas compte tout de suite, parce que précisément, on voit simplement que tous les chiffres baissent, tous les chiffres d'audience baissent, et c'est une autre façon très violente, en réalité, de faire taire les médias. On est, de fait, Boulevard Voltaire, on est très présent sur YouTube, et on a toujours notre chaîne YouTube, et c'est vrai qu'on voit depuis quelques mois, depuis 1 an environ, en fait, si vous voulez, quand vous avez une chaîne YouTube sur un média comme ça, vous savez globalement que votre temps de durée est plus ou moins limité, qu'il viendra bien un jour où vous allez sauter. Enfin, c'est pas chez TV Liberté que je vais parler de ça, mais nous, on a vu en fait quelque chose. On a vu en fait, si vous voulez, du coup, on s'acharne à voler, si vous voulez, entre la cime des arbres et le seuil radar. Sauf qu'en fait, depuis des mois, on voit le seuil radar baisser et la cime des arbres monter. Donc, on sent qu'il y a un moment donné où on va bien se la manger en fait, la cime des arbres. Mais en fait, ce qui est dramatique effectivement, c'est que ils vous préviennent pas, vous l'avez très bien dit, on l'a vu dans le reportage au début avec la monétisation. En fait, quand on fait un petit checkpoint de temps en temps de notre chaîne YouTube, on va voir un peu la liste des vidéos. On va dire, bah tiens, celle-là, elle a été démonétisée, celle-là, elle a été limitée, celle-là, elle a été carrément supprimée. On a perdu 2-3 reportages comme ça qui ont été supprimés du jour au lendemain, sans jamais nous en informer. Et en fait, de fait, ou à moins de mettre vraiment quelqu'un à plein temps en fait pour veiller, mais au jour le jour en fait sur l'évolution de chaque vidéo, en fait, on sait qu'à un moment donné, on va se faire
on va se faire littéralement avoir et se pose d'ailleurs la question, est-ce que ça vaut bien le coup de rester sur cette plateforme-là? Mais malheureusement, il y a très peu d'alternatives. Il y a éventuellement, pas là, on s'était posé la question de Dailymotion. Boulevard Voltaire, on a aussi une chaîne Dailymotion dont on se sert plus vraiment, mais on se dit au cas où pourquoi pas. On a créé une deuxième chaîne YouTube au cas où. Enfin, on se retrouve en fait, si vous voulez, à prévoir le moment où on va se faire. Le coup d'après, puis le coup d'après. Voilà, c'est ça, en sachant qu'évidemment, en fait, ils ont toujours l'impression qu'ils ont toujours 20 coups d'avance. Et pour revenir sur la censure, on parlait de votre compte Twitter, il y a des élus de la République, je pense à la députée de l'Hérault, Emmanuelle Ménard, elle n'a plus de compte Twitter. Enfin, on interdit à une élue députée, élue par le peuple, enfin je vais pas vous faire tout le jargon démocratique, mais elle a quand même été élue, elle représente sa circonscription et elle n'a plus le droit de communiquer. En fait, elle utilise le compte de Robert Ménard. Elle utilise le compte de son mari qui est maire de Véziers, tout à fait, oui. Non mais c'est assez effectivement incroyable. Alors peut-être qu'on peut aussi également... parler des publicités. Oui, je voulais faire un petit... Je ne sais pas si Boulevard Voltaire fait des publicités sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, mais moi je me suis aperçue aussi qu'il y avait comme une bourse finalement des pubs sur Facebook et que là encore, quand on était déréférencé par Facebook et que donc on avait un bonnet d'âne, les pubs étaient beaucoup plus chères. Donc ils tapent aussi au porte-monnaie de cette manière-là. Oui, mais si vous voulez, on en revient à ça. Ce qu'il faut voir, c'est que on est dans une société déshumanisée dans les verdicts. C'est là où c'est subtil, mais où les algorithmes, à la base, ils sont toujours écrits par des humains. Donc à un moment, et c'est exactement ce qu'on disait par rapport le rapport qu'il y a entre l'objectivité, l'opinion et les faits. Si vous présentez une opinion comme des faits réels, et que vous vous êtes arrangé pour mettre dans ces algorithmes un certain nombre, vous avez semé des graines, et puis au final, vous dites, vous présentez une opinion comme un fait. Mais là, c'est exactement la même chose pour avoir une métaphore. Vous semez des graines, et vous dites, voilà ce qui est bien, voilà, donc c'est subtil, hein, c'est très subtil. Là, il y a ce mot qui apparaît. Là, il partage avec X personnes de cette catégorie d'âge et qui a posté des vidéos avec des manifestations violentes, etc. Donc, l'utilisateur final ne s'en rend pas compte. Bien sûr. Sauf qu'à la fin, vous disparaissez des écrans, vous n'êtes plus référencé, vous n'apparaissez plus quand vous faites une recherche dans les lignes. Il n'y a même plus qu'on appelle ça, d'alerte. Parce que moi, quand je lançais mes lives, normalement, les gens ont des alertes. Ils n'ont plus d'alerte, par exemple. Et donc, mais pourquoi tu as fait ton live? Il y a plein de gens qui me disent, on n'était pas au courant. Je dis, mais vous n'avez pas eu les alertes? Ils disent, non, on n'a plus eu d'alerte. Donc voilà, des petits signaux faibles qui font finalement que ce qui est présenté comme implacable et comme le monde réel, en réalité derrière, mais évidemment, il y a des humains, et c'est vers ça que l'on va. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, au moins pour contrer ça? Peut-être, au moins au niveau européen ou au niveau français, peut-être une espèce de réseau social possédé par les citoyens et qui ne soit pas ni Google, ni Facebook, parce que là, finalement, vous n'avez aucune prise sur ces trucs-là. Ils sont beaucoup plus puissants que les États. Ils ont même des représentations diplomatiques. Moi, je suis allé au siège de Google dans le 8e, vers la gare Saint-Lazare. Vous rentrez dans un État. Vous vous rendez compte? C'est une ambassade. Mais oui, vous vous rendez compte que c'est pas qu'il y a une manière d'être, un décor. C'est friendly d'une certaine manière, comme etc. dans un Apple Store, en fait, oui, ça peut Ben pas oui, même, ce sont des univers, ce sont des États, des ambassades, voilà. Vous rentrez dans une ambassade et vous dites, tiens, je suis en France, mais c'est pas tout à fait la France. Et c'est exactement ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les citoyens le découvrent quand ils sont sur Facebook, notamment, ou sur Twitter, et sur YouTube aussi, on le vit de plus en plus, qui restreint encore ses conditions d'utilisation. Et donc, regardez bien, ça ne va pas aller vers l'ouverture. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Alors ça va de plus en plus vers la fermeture. Justement, vous avez précédé ma dernière question. Finalement, on a vu que ces GAFA étaient dans des positions extrêmement dominantes où il n'y avait pas d'alternative qui pouvait peser, parce qu'on a beaucoup de téléspectateurs, en ce qui nous concerne, qui nous disent, bah oui, vous critiquez les GAFA, mais en même temps, vous utilisez les canaux des GAFA. Si on veut avoir une voix qui porte un minimum, aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix en réalité, parce que les alternatives type BitChute, où on retrouve nos vidéos au milieu d'autres vidéos assez peu recommandables,
ou Dailymotion, qui n'est pas référencé par Google de fait, et qui est donc très peu vu. Finalement, il nous reste assez peu de possibilités. Entre cela donc, et le fait qu'ils attaquent aussi au porte-monnaie, finalement, avec les publicités qu'ils essaient de limiter, on se retrouve finalement avec un moyen où il ne reste pas grand-chose d'autre que ce que vous évoquez, à savoir le participatif. En fait, on est dans un système qui nous tolère, qui nous tolère encore un petit peu, mais effectivement qui un jour va considérer qu'il ne nous tolère plus. Et vous avez raison, on n'a aucune alternative. Ça fait très longtemps, à moins effectivement de passer tous nos médias, d'en faire des journaux papier, en fait, parce qu'au moins on ne censure pas le papier, en tout cas pas encore. Donc, on bloque des imprimeries. On bloque des imprimeries, effectivement, mais c'est plus pour des questions de droits sociaux que pour des questions de ligne idéologique généralement. Donc ça tombe quand même plutôt bien. Et en fait, voilà, c'est ça le drame. Donc effectivement, passer au papier ou quitter ces GAFA, mais sans ces GAFA, on n'a pas d'option. Vous parliez justement des alternatives dans certains États. Il y a des États qui ont créé leurs propres réseaux sociaux. Je pense à la Chine, à la Russie, etc. Mais en fait, la mainmise des GAFA, si vous voulez, est remplacée par la mainmise de l'État. En fait, et il y a une obsession quand même qu'ont en commun les GAFA et les États, c'est le contrôle de l'information. En fait, le débat, je crois que les Russes ont, je crois, encore dans leur doctrine, le fait de ne pas séparer l'information et la défense nationale, si vous voulez. Eux, ils n'ont jamais dissocié les deux. Nous, en tant que, on va dire, la France, le pays de la liberté d'expression, etc., nous, on a encore cette dissociation, mais on s'aperçoit justement ils se sont aperçus qu'avec l'émergence des réseaux sociaux et finalement la sortie de route, on ne se renseigne plus via la télévision publique, via les radios publiques, donc via l'information contrôlée. En fait, ils se sont aperçus qu'effectivement, ils ne contrôlaient plus. Donc, ils sont en train simplement de déléguer finalement aux GAFA leur propre pouvoir en disant, en gros, débrouillez-vous comme vous voulez tant que l'information est contrôlée, finalement. Et alors justement, pour conclure, Didier Maïsto, est-ce que finalement, on se rend compte qu'après la désaffection des citoyens pour les grands médias du système, j'allais dire, finalement les gens se sont reportés sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, c'est ce qui explique cette censure qui s'abat sur les réseaux sociaux et sur les médias alternatifs de fait, ou du moins qui ont une parole alternative. Oui, alors en fait, les réseaux sociaux, ce qui était génial au début, d'abord il y a eu la découverte et l'explosion de la technique, de la facilité, avec un côté ludique, village global, on va pouvoir se parler les uns les autres et enfin s'aimer, se comprendre. Et puis c'était gratuit. Pensait-il, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, comme disait l'autre. Rien n'est gratuit. Donc finalement, les journaux qui n'ont plus de modèle économique, en dépit des aides colossales de l'État, on voit les journaux, tous les journaux ont des aides colossales, du Figaro en passant par Libé, tout le monde, tous les quotidiens. Finalement, ça a été remplacé, là pour le coup ça a été le grand remplacement, mais le grand remplacement, il est encore plus pernicieux parce qu'on a donné volontairement en plus une partie de nous-mêmes, c'est-à-dire toutes nos données. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes nos données ne nous appartiennent pas. Que toutes nos données sensibles sont connues. Qu'avec l'extraterritorialité du droit américain et le Cloud Act, n'importe quel procureur américain, si vous avez un compte Gmail, si vous faites une transaction en dollars, si vous dépendez d'une société qui a une filiale aux États-Unis, n'importe quoi, peut vous mettre en examen, en quelque sorte, pour faire un parallèle, peut vous inquiéter sans même que la justice française soit au courant. Donc ce qu'il faut voir, c'est aussi l'instrument de guerre économique, parce que les États aujourd'hui sont dépassés et vous avez vu, sont dans des deals avec Facebook, avec les GAFA en général, vous l'avez vu avec M. Macron, mais vous l'avez vu avec Donald Trump aussi. Donc ils essaient de cohabiter, parce qu'on voit bien que la technique a pris un tel essor, que c'est, comme le disait mon camarade, en fait, c'est un instrument de contrôle de la pensée et de gestion des comportements. Et l'obsession d'un État, c'est de gérer des comportements, c'est de gérer des populations. Et ça, en face de ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une aspiration des citoyens qui ont goûté à cette liberté nouvelle, qui veulent refaire nation, qui veulent refaire une humanité, et qui prennent conscience en même temps qu'ils ont pu se libérer, mais on leur a mis une autre prison. Donc il va y avoir, je pense que l'enjeu de toutes ces années à venir, c'est une émancipation des citoyens contre une volonté toujours plus totalitaire des États et des grands groupes internationaux boursiers, dans 100% des cas,
Et on va avoir cette lutte qui va être très intéressante. Orwell est vraiment dépassé et transcendé pour le coup. Le mot de la fin, Marc Hainaut, peut-être? Oui, alors le mot de la fin aux téléspectateurs, je voudrais juste qu'ils se rendent compte que ce combat n'est pas celui de TV Liberté, de Boulevard Voltaire, de Sud Radio. C'est vraiment un combat. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la liberté d'expression, que ce soit celle de Libération ou Boulevard Voltaire. C'est ce combat-là qui est en jeu et c'est pas celui, c'est même plus notre propre survie. De notre survie dépend aussi la complémentarité de l'information, mais ce combat-là, c'est celui de la liberté d'expression et ce n'est pas celui de TV Liberté ou de Boulevard Voltaire. Bien sûr, et d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais j'aurais dû le faire, que le média avait été également victime d'une forme de censure sur YouTube, je crois, cette semaine, où il n'avait plus l'autorisation de diffuser en direct. Moi, je parle souvent avec Denis Robert, qui est lui-même confronté à une armée de trolls. Donc le patron du média. Le patron qui est un bon ami à moi. Donc on voit que c'est vraiment transparti, transversal, je dirais. C'est pas une histoire de droite, c'est pas une histoire de gauche, c'est une histoire, effectivement, de conscience collective et de liberté de l'individu. Je pense que les citoyens doivent prendre conscience de ça. De plus en plus, on est dans un monde encadré. Voilà, c'est iRobot. Hein, un jour, il va y avoir... on n'en est pas loin. On n'est pas quand même des humanoïdes. Heureusement qu'on réfléchit, qu'on court, qu'on respire et qu'on fait encore l'amour. Mais à ce rythme-là, je veux dire, si on perd notre faculté à penser par nous-mêmes et notre esprit critique, c'est quand même assez anxiogène. Je ne veux pas non plus être complètement négatif, mais il est encore temps de réagir. Il ne faut pas se laisser faire, quoi. Voilà, il faut se révolter, il faut être vivant par rapport à ça. Et c'est pour ça que sur les réseaux, il faut continuer à dire qu'on n'est pas d'accord. Il faut que moi-même, je signale des comptes. Moi, je n'ai pas beaucoup de chance, hein, parce que chaque fois quand j'en signale 10, ou même, il faut que j'en ai 1 sur 100. J'ai dû en signaler 1000 quand même, parce que j'ai vu des trucs mais vraiment monstrueux, qui sont en général des robots, hein, parce que... Ismaël Emélien, ancien président, ancien conseiller du président, a dit que c'était la règle sur Twitter d'avoir des comptes anonymes et des robots. Absolument. Ce qui est quand même assez effrayant, là aussi. Quand vous avez même dans le programme du président de la République la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Hein. On est aussi là dans les limites du « en même temps ». On est tous pour d'ailleurs la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Moi je suis pour. Hein. Finalement, comme ça, chacun peut dire ce qu'il veut, mais à visage découvert, comme ça, il assume. C'est la meilleure des choses et c'est la meilleure des défenses. Eh ben nous, on était à visage découvert en tous les cas. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie tous d'avoir été là pour cette dernière émission de l'année. J'espère vous retrouver évidemment en 2020. En attendant, je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de Noël et je vous dis à l'année prochaine.